Lorsqu'on arrive à Pont-Salomon, on ne peut s'empêcher d'éprouver une étrange sensation, car on a du mal à définir où se trouve le centre du village. Face à une église en briques, s'étend une esplanade dépourvue de tout commerce. Il y a bien, un peu en retrait, la mairie, l'école et un monument aux morts. Mais rien qui puisse évoquer un lieu de vie tel qu'il en existe dans la majorité des villages. On doit se rendre à l'évidence. Pont-Salomon n'a pas de centre. Le centre n'est pas forcément géographique, à mon sens. Le centre peut être, entre guillemets, un centre d'intérêt, une convergence. Et il existait des moulins, une papeterie sur le site, et en fait, Ilitas s'est fait autour de ces 7 moulins. D'où effectivement la notion de Pont-Salomon qui n'a pas de centre, et on parle d'une commune éclatée, étalée le long de la rivière. On perçoit en contrebas la présence d'une rivière, mais si on ne prend pas la peine de descendre sur ses rives et d'en explorer les méandres, on passe à côté du lieu où bâtit et où bat peut-être encore le cœur de Pont-Salomon. Ce n'est pas sous les voûtes d'une église romane, mais dans les murs en briques d'une usine qu'on devra mener sa quête pour trouver l'âme des lieux. On découvrira alors, sur les bords de la rivière Semaine, les bâtiments endormis d'une ancienne fabrique de faux, portant le nom emblématique d'Alliance. C'est ici que, tapis derrière les apparences, se cache le lien secret qui, au-delà du temps, rend Pont-Salomon si particulier. Le moindre objet présent dans le grand site de l'Alliance est porteur d'une histoire. Celle des hommes et des femmes qui ont œuvré à la fabrication d'un outil à la symbolique ambivalente, la faux. L'utilisation de la faux remonte au moins à 2000 ans. Elle fut longtemps réservée à la coupe du fourrage pour les animaux. C'est seulement au XVIe siècle qu'elle se voit attribuer 2 nouveaux usages, celui de la récolte des moissons et celui du combat en tant qu'arme de guerre.
Elle est souvent associée à la mort, mais c'est aussi grâce à elle qu'est récoltée la nourriture indispensable à la vie. Le jour où j'ai découvert Pont-Salomon, que je ne connaissais pas du tout, ça a été le coup de cœur. La visite de l'atelier, ça a été une plongée dans Zola, hein, 2 siècles en arrière. Et en tant que forgeron, bien sûr, j'ai été complètement séduit et ému par ces lieux complètement empreints encore de l'activité, de l'odeur du feu de charbon, l'eau qui coule dans les ateliers, c'est extraordinaire. En 67, je suis arrivée en France avec mes parents. J'avais 12 ans et demi. Et pour moi, Pont-Salomon, c'était tout nouveau. Je venais de l'Andalousie, à côté de Séville. J'ai été à l'école avant, et puis à 15 ans et demi, j'ai été travailler chez Dorian. Arrivé là, au Vieux Moulin, de voir de l'eau, même si c'était froid, au robinet et une ampoule au plafond, pour nous, enfin, avec mes yeux de gosse, c'était du luxe. Alors ce village, il y a 2 aspects pour mon rapport avec cette entreprise, cette commune tout du moins. Les premiers rapports sont très lointains, puisque mes grands-parents avaient une résidence secondaire en Haute-Loire, près d'Issingeaux, et à l'époque, il n'existait pas la déviation, l'autoroute, la 2 fois 2 voies que l'on connaît actuellement, et on passait effectivement au-dessus des usines. Et de ces usines jaillissaient des flammes énormes qui étaient liées bien sûr à la fabrication des faux dans la vallée. Lorsque je suis revenu à Pont-Salomon pour exercer en tant que médecin, ma première préoccupation, c'était d'aller effectivement au centre de cette vallée pour savoir d'où jaillissaient ces flammes que j'avais notées, que j'avais vues dans mon enfance. Hormis cette première sensation, je dirais enfantine, après que lorsque j'ai exercé à Pont-Salomon, c'est cette humanité des travailleurs de Pont-Salomon qui existait encore, qui m'a marqué. Avant l'implantation des usines de faux, le pont Salamon n'est qu'un hameau de quelques maisons sur la route royale Lyon-Toulouse. Le nom de Salamon fait probablement allusion à un relais de poste où était perçu un impôt sur le sel. Situé aux confins de la Loire et de la Haute-Loire, le village ne fut érigé en commune qu'en 1865. Mais il faut remonter à l'été 1833 et se rendre à Condé-sur-Vègre, près de la forêt de Rambouillet, pour assister à une rencontre qui allait jouer un rôle décisif dans le destin de Pont-Salomon. C'est là que fut tentée la création d'une colonie censée être le siège d'une société idéale telle que l'avait imaginée le philosophe Charles Fourier. Une amitié indéfectible allait s'y nouer. Celle de Pierre-Frédéric Dorian, fils d'un maître de forge de la ville de Montbéliard, et de Victor Considérant, de 6 ans son aîné, principal disciple de Fourier. Sans cette rencontre, le village de Pont-Salomon n'aurait peut-être simplement pas existé. Sous l'influence de son ami Considérant, les idées de Charles Fourier vont profondément marquer le jeune Pierre-Frédéric Dorian. Des années plus tard, il mettra en pratique dans ses usines de Pont-Salomon certains des principes imaginés par ce précurseur du socialisme. Fourier, Considérant et Dorian sont tous 3 originaires de Franche-Comté. Pierre-Frédéric naquit le 24 janvier 1814 à Montbéliard dans le Doubs. Issu d'une famille de protestants,
dont les ancêtres avaient fui les Cévennes après la révocation de l'édit de Nantes, le jeune Dorian fut très tôt bercé par le bruit des marteaux, car son père possédait une petite forge qui produisait des outils pour l'agriculture. En 1831, il fait un séjour d'1 an à l'école des mines de Saint-Étienne, d'où il est renvoyé pour mauvaise conduite. Et à 20 ans, sa mère lui achète une usine de forge au lieu-dit Les Balères, dans la vallée de Rochetaillée, près de Saint-Étienne. Depuis l'Antiquité, l'homme a rêvé d'établir une société idéale. Elle prendra le nom d'utopie sous la plume du théologien anglais Thomas More, qui créa le mot en 1516 pour qualifier une île imaginaire où régnerait une société parfaite. Paradoxalement, le mot utopie vient du latin atopos, qui signifie lieu de nulle part, ou lieu qui n'existe pas. À l'avènement de l'ère industrielle, les conditions de vie des ouvriers sont déplorables. Ils travaillent 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et occupent des logements insalubres. Face à cette situation, des penseurs tels que Saint-Simon, Robert Owen, Étienne Cabet, Charles Fourier ou Victor Considérant imaginent une société égalitaire où chaque individu trouvera son épanouissement tout en contribuant au bien-être collectif. Fourier souhaitait valoriser le travail qui devait être attractif et non une corvée. Il misait sur les attractions passionnées ou affinités naturelles existantes entre les êtres et qui permettraient d'atteindre l'harmonie. Il prônait une liberté sexuelle et fut un précurseur du féminisme et du socialisme. Il imagina des colonies autogérées qu'il nomma phalanstères, pouvant abriter 400 familles et occupant un domaine de 2300 hectares. Située à la campagne, elle comprendrait des habitations, des ateliers, des cuisines, et offrirait un large éventail d'activités permettant à chacun de trouver sa vocation. Comme tous les utopistes, Victor Considérant fut souvent moqué par les conservateurs de l'époque. Mais ses critiques ne semblent pas avoir entamé l'amitié qui le liait à Pierre-Frédéric Dorian. Victor Considérant vouait un véritable culte à Fourier. Il écrira à son ami Dorian « Dieu est Dieu, et Fourier est son prophète ». Infatigable propagandiste des idées de Fourier, Victor Considérant crée en 1836 le journal La Phalange. Il pourra compter sur la générosité de son ami Dorian, qui participera au financement de la publication à hauteur de 2500 francs. Et lorsque Considérant se présentera à la députation en 1839, c'est à son jeune ami Dorian qu'il confiera la fonction d'agent électoral. Mais revenons à Pont-Salomon. Jusqu'à une date récente, les agriculteurs de la région forgeaient des clous à la main, afin de compléter leurs revenus. Parce que tous les foyers, tous les paysans avaient leur forge. Principe. Dès qu'ils avaient fini leurs travaux dehors, c'est l'hiver par exemple, ils forgeaient une partie de l'hiver. Mon père a eu forgé, avec un de ses collègues, 7 tonnes de ferraille dans l'hiver.
Oh bien, moi, j'avais 14 ans quand j'ai commencé de faire des clous. J'allais à l'école. Alors, il y a un moment, j'ai 68 ans, alors vous voyez. Eh bien, ça commençait à disparaître, là, quand les usines ont commencé à marcher dans la Loire, là, à Firminy, les gens sont partis, et puis les clous, je vous dis bien, ça avait tombé. Ça marchait plus, les machines avaient remplacé l'homme. Alors on faisait plus les clous de soulier à la main, c'était tout fait à la machine. Et les clous de vache, les clous de chevaux, c'était fait à la machine. Dorian avait été précédé à Pont-Salomon par un autre maître de forge, Alexis Massenet, dont le fils Jules allait connaître la célébrité en tant que compositeur. En association avec Jean-Baptiste David, puis les frères Jackson, Alexis fonda d'abord une usine de faux près de Saint-Étienne au lieu-dit La Terrasse, puis acheta 3 ateliers sur la semaine où il employait 100 forgerons, dont 8 Allemands et 6 Autrichiens. C'est en 1863 que la famille Gerin cède ses parts à Pierre-Frédéric Dorian et à son beau-père Jacob Holzer. La constitution de la société Dorian, Holzer, Jackson et compagnie entraîne à Pont-Salomon la construction d'une nouvelle fabrique sur les bords de la Semaine. Achevée en 1858, plusieurs fois agrandie, elle sera baptisée l'Alliance et assure vers 1862 la moitié de la production nationale de faux et de faucilles, dont 1/5 est destiné à l'exportation. L'œuvre de ces capitaines d'industrie aurait été vaine sans le savoir-faire de ceux qui, jour après jour, exécutaient les tâches les plus pénibles, mais aussi les plus nobles. C'est un boulot que c'est un peu difficile. Ça fait que l'été, ça fait trop chaud, de l'autre côté. L'hiver, c'est chaud d'un côté, c'est froid de l'autre. L'Iran, il prend à force de travailler au mouvement de boulot. Là. Et quand au côté du four, ça fait chaud. De l'autre côté, ça fait carrément gelé le moment. À la fin de la journée, à la fin de l'année, nous est bien content de se reposer quelque chose, hein, parce que ça tire, c'est la fatigue, ça. L'élaboration des lames de faux s'effectuait au moyen d'une machine appelée martinet. Ce gros marteau à bascule était utilisé depuis le Moyen-Âge comme foulon pour la fabrication du papier, du battage du cuivre et la forge des métaux. L'énergie provenait d'une chute d'eau qui faisait tourner une roue à auget, entraînant une roue à cames qui soulevait un lourd manche en bois
équipé d'outils à son extrémité. L'usage de ce mécanisme nécessitait l'action de 3 personnes parfaitement coordonnées, qui communiquaient par gestes, tant le bruit était assourdissant. Le platineur était le seigneur de l'atelier. C'est à lui qu'incombait la tâche la plus difficile de la mise en forme des lames de faux. Le martinet, c'était le nom du martinet qui était le seigneur. Voilà, parce que bon, on a attribué le seigneur, le platineur, non, c'était le martinet qui avait ce nom-là. Le martinet, c'était le seigneur de la vallée, c'était le martinet, la machine. Ah, c'était la machine. C'était la machine, c'est pas... Alors après, bien sûr, ça a dérivé d'en dire c'est le seigneur, c'est le platineur. Non, c'est pas le platineur, c'était le martinet. Ah oui, ah, c'est clair. Hein. Avant, on était plusieurs platineurs, 10, même 12. Rien de ce petit atelier, on était 5. De là, tiens, ça faisait 5. Et maintenant, il y a que Manuel qui travaille. Alors, mon père a commencé donc quand il était en vacances, il n'était pas en vacances, soit il était à la ferme, parce que mes grands-parents tenaient une petite ferme de 3 ou 4 vaches avec quelques chèvres, et bien sûr, mon grand-père, il travaillait à l'usine, et l'été, quand il n'y avait plus d'eau, il travaillait donc à la ferme, puisqu'il y avait sécheresse et tout ça. Et mon père, à partir de 13 ans, pendant les vacances, ou des temps libres, mais il n'y avait pas de temps libre, il allait tirer l'eau. Donc il a bien commencé à 13 ans, tout en préparant le certificat d'études, donc il passait donc à 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc après, bien à partir de 14 ans, il a travaillé, il a tiré l'eau au départ, apprenti, et puis après il s'est formé platineur. Mon papa, il était chauffeur. Mais quand on dit chauffeur, c'est pas un chauffeur de voiture. Il venait le matin de bonne heure pour allumer le four, pour faire chauffer les pièces, pour quand le platineur arrivait, que ces pièces soient chaudes. Moi, je me sens comme un amateur face à ces gens qui ont forgé des milliers, des centaines de milliers d'outils qui sont des outils très très compliqués à forger, à fabriquer. Et voilà, je me sens en même temps un peu frustré dans la mesure où voilà, il y avait des dizaines, des centaines d'ouvriers. Et je suis un petit peu seul. J'ai l'impression d'être une petite braise restante d'un grand foyer. Tout le monde se connaissait, tout le monde. Ils avaient d'abord tous des surnoms. Tous des surnoms. À l'usine, il y avait l'oignon, il y avait la pêche, il y avait... On ne s'appelait même pas par nos noms. Hein. Il y avait il y avait un peu de concurrence, mais pas mortel, quoi. C'était que quand il y en a un qui avait un problème, on était derrière, on disait, attends, on va faire ci, on va faire ça. Ah, moi, je me rappelle, quand j'ai travaillé au Orlevoix, j'ai remplacé un monsieur qui s'appelait Régussi. Avec un surnom, bien sûr, Bambino, parce que c'est un Italien. Et même quand il a été à la retraite, un jour, je me suis trouvé que je ne pouvais pas régler la machine. Déjà parce qu'il y avait trop de jeux, il est venu me régler la machine, même après en étant à la retraite. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pratiquement pas de concurrence. Quoi. Il y avait un mélange de tout, il y avait de toutes les populations. Et même les gens entre eux, on s'entendait bien. Dès qu'on avait besoin d'aide, les gens ils venaient, que ce soit les Français, les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Il y avait aussi des Marocains. C'est une bonne ambiance. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs. Il y avait plusieurs
comment j'expliquerais ça, plusieurs émigrés. Il y a eu des Polonais, il y a eu des Italiens, il y a eu des Tchèques, il y a eu des Algériens, des Marocains. Ça se passait très bien, on avait une ambiance formidable. Marqué par ses expériences utopistes de jeunesse, Pierre-Frédéric Dorian mit en place, au sein de son entreprise de Pont-Salomon, une série d'innovations sociales. Pour ce faire, il créa une caisse de secours, un cabinet médical, une école gratuite, d'abord religieuse puis laïque, une bibliothèque, une chapelle et des logements sociaux gratifiés de surnoms tels que la caserne, la gendarmerie ou la préfecture. Même si Dorian fut influencé par les idées des utopistes, il fut toutefois moins radical qu'eux. Beaucoup plus pragmatique, il ne fit jamais de son projet industriel un véritable phalanstère, lieu où régnerait l'harmonie universelle. On a parlé d'un phalanstère à l'horizontale, de la même manière qu'à Guise, il existe un phalanstère au féministère qui est bien connu. À Pont-Salomon, on peut parler effectivement d'un phalanstère à l'horizontale, puisque hormis les logements ouvriers, qui sont nombreux à Pont-Salomon, il y a eu la coopérative qui était au Foutier, il y a eu un théâtre qu'on appelle, qui est maintenant la salle Massenet, il y a eu les jardins ouvriers, bien sûr. À Paris, Considérant avait participé à la manifestation du 13 juin 1849 contre Louis-Napoléon Bonaparte, qui, à ses yeux, avait violé la Constitution. Suite à l'échec de la manifestation, Considérant se voit contraint à la clandestinité. Il rejoint la Belgique, puis les États-Unis, où, en compagnie du fourriériste américain Albert Brisbane, il se lance dans le projet fou de créer un État socialiste dans l'Ouest. À l'issue d'une épopée à cheval de 300 km en territoire indien, épuisés, en proie à la fièvre, les deux hommes parviennent dans le bassin supérieur de la Red River, non loin de la ville de Dallas, alors peuplée d'à peine 500 habitants. Face à la beauté du paysage, et charmé par la douceur du climat, Considérant croit avoir trouvé le paradis sur terre. Il vit cette expérience comme une véritable révélation religieuse, qu'il exprime en ces termes dans une lettre à ses amis. En vérité, j'ai reçu la lumière. Il rentre en Belgique et crée plein d'enthousiasme la Société européenne de colonisation du Texas. Il obtient pour cela l'appui de plusieurs financiers, dont l'industriel Jean-Baptiste Gaudin et son ami Pierre-Frédéric Dorian. La société achète des terres et un groupe envoyé en éclaireur construit à la hâte quelques bâtisses. Le lieu est baptisé Réunion. Ce nom inspira-t-il à Dorian celui d'Alliance à Pont-Salomon? À l'annonce de ce projet, des centaines d'émigrants se mettent en marche pour cet Eldorado texan. Au terme d'un voyage épuisant, ils finissent par arriver sur la terre promise, mais ils n'y trouvent aucune infrastructure prête à les accueillir. Considérant s'avère être incapable d'assurer la direction des opérations, ce qui provoque des dissensions internes. Le faible nombre d'agriculteurs au sein du contingent, une série d'aléas climatiques, une invasion de sauterelles verront l'expérience virer au fiasco. Gaudin y perdra le tiers de sa fortune. En proie à une terrible dépression, Considérant quitte en secret la colonie et se réfugie à San Antonio, où il se voit contraint de vivre d'expédients.
Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il retrouvera le sol européen. En 1861, la guerre de sécession déchire les États-Unis. Pour survivre, Victor Considérant se voit obligé de produire sa propre nourriture et de vendre des fleurs et des légumes au marché de San Antonio. Pendant qu'il se morfond au fond du Texas, son ami Dorian se fait construire un château à quelques kilomètres de Pont-Salomon, sur la commune de Fraisse. En 1858, Considérant obtient la nationalité américaine, ce qui lui permet de revenir en France après 20 ans d'exil. Mais la foi en les utopies fourriéristes est retombée, et Considérant sombre à nouveau dans la mélancolie. Il trouve un peu de réconfort dans l'appartement parisien du couple Dorian, dont il est le fidèle invité. Le mariage de Dorian avec la fille de l'industriel Jacob Holzer lui a permis, à la mort de celui-ci, de se trouver à la tête d'un petit empire industriel. Parallèlement à ses activités de chef d'entreprise, il occupe des responsabilités politiques en tant que maire d'Unieux, puis de conseiller général de la Loire. L'acier fondu d'excellente qualité fabriqué par le beau-père de Dorian, Jacob Holzer, fournit la matière première à l'élaboration des faux et faucilles. Mais pour parvenir à l'excellence, il est indispensable de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée. Absente de Pont-Salomon, on ira donc la chercher là où elle se trouve. Alors concernant la main-d'œuvre, là aussi, c'est une histoire bien singulière, puisque il y a eu plusieurs vagues d'immigration. La première immigration, c'est l'immigration autrichienne, puisque la fabrication de la faux en France est liée à un maréchal d'Empire qui était le maréchal Soult, qui avait été mandaté par Napoléon Ier pour s'affranchir de la tutelle prusse autrichienne, donc maintenant, de la fabrication de la faux, puisque c'est eux qui avaient le savoir-faire de la faux. Donc il a débauché des ouvriers d'Autriche, d'une région du Tyrol, à Genbach, je crois, la commune de Genbach, pour faire venir effectivement des ouvriers. Et c'est intéressant parce que ces ouvriers autrichiens ont fait tout le parcours de Toulouse, Albi, Saint-Étienne et finalement Pont-Salomon. Et on retrouve encore actuellement des noms à consonance autrichienne. On parlait toutes les langues à Pont-Salomon, sauf le français. En restant le principal actionnaire de la société, mais occupé par ses responsabilités politiques, Dorian confie la direction de ses usines à son principal collaborateur, Fleury Binachon. Sous l'administration de ce fervent catholique, l'esprit fourriériste qui animait Dorian va se muer en un paternalisme assumé. C'est sous sa direction que sera créé un cercle des ouvriers au règlement très strict, ainsi qu'une fanfare dont la notoriété dépassera le simple cadre local. Instrument de propagande au service de l'usine, elle portera les couleurs de la société à travers la France. La population de Pont-Salomon n'a cessé d'augmenter. Elle s'élève en 1860 à plus de 1000 habitants, dont le tiers habite l'immense caserne, construite pour héberger les ouvriers. Face à cette démographie galopante, Fleury Binachon et Dorian vont faire jouer leurs influences auprès du préfet de la Haute-Loire pour que Pont-Salomon devienne une commune à part entière. Pour cela,
on amputera les villages de Saint-Ferréol-d'Aurour, Saint-Didier-en-Velay et Aurec-sur-Loire d'une partie de leur territoire. Le 12 juillet 1865, la commune de Pont-Salomon est officiellement créée. C'est l'usine qui financera en grande partie la construction du cimetière, de l'église et du presbytère. Fleury-Binachon va alors se livrer à un acte insolite. Persuadé qu'il agit pour le bien commun et faisant fi du péché d'orgueil, il va s'auto-sanctifier en se faisant représenter sur un vitrail du chœur sous les traits d'un évêque nommé Saint Fleury. De 1871 à 1944, tous les maires de la commune appartiendront à la dynastie Binachon. En ce début de XXIe siècle, la Faux jouit d'un regain d'intérêt. Chaque été, des stages d'initiation à son usage sont organisés à Pont-Salomon. Le geste, quand je vois les gens le faire, ça me donne envie de le faire en fait. On a l'impression qu'ils sont tranquilles, une sorte de sérénité, je sais pas. J'ai entendu dire que le fauchage pour la biodiversité, pour la vie de tout ce qui est dans l'air, dans la terre, etc. était bien mieux parce que ça n'utilise pas d'énergie, électricité fossile ou autre, que ça fait pas de bruit. Que c'est lent, moi j'aime bien les choses lentes. Moi c'est l'outil qui me plaît. Le côté, on fait ça de manière totalement manuelle, sans dépendre du côté mécanique d'un moteur, etc. C'est surtout ça qui me plaît. Du moment qu'on a pris le coup de main à la faux, on s'y passionne dessus et on peut plus lâcher une faux. Le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre à la Prusse. Mais suite à une série de défaites, dont celle de Sedan, l'empereur se voit obligé à capituler. Le 4 septembre, la République est proclamée et un gouvernement provisoire est nommé. Dorian avait été élu 3 fois député de la Loire. Très populaire auprès de l'extrême gauche et en tant qu'opposant à la politique de Napoléon III, il devient ministre des Travaux publics. Quelques jours plus tard, Paris est assiégé par l'armée prussienne. La capitale subit rapidement les rigueurs d'un hiver particulièrement froid.
la famine s'installe. On mange du rat, du chat, des chevaux, et jusqu'aux animaux du jardin d'acclimatation. Dorian prend en main la défense de Paris. Il se rend sur les lieux des bombardements, dans les usines. Il centralise et dirige les travaux et réussit à armer les défenseurs de la capitale en faisant fondre des canons. Cette action lui confère une immense popularité. Considérant témoigne ainsi de l'admiration qu'il voue à son ami Dorian. Ton nom est le seul qui inspirera en ce moment confiance quasi universelle. Mais c'est lors de la proclamation de la Commune de Paris, en mars 1871, que l'amitié qui lie Dorian et Considérant se voit mise à l'épreuve. En rupture avec son credo de jeunesse, Dorian ne soutient pas activement la Commune, par crainte des conséquences potentielles d'un soulèvement populaire. Contrairement à lui, Considérant voit en l'insurrection la possibilité de réaliser certains des principes socialistes qu'il défend depuis toujours. Les supplications qu'il adresse à Dorian restent lettres mortes, et celui-ci reste campé sur ses positions. Il avouera plus tard qu'il avait plus peur des Parisiens que des Prussiens. L'année suivante, Dorian redevient député de la Loire, mais il n'exercera ses fonctions que 2 ans, car il mourra à Paris le 14 avril 1873, à l'âge de 59 ans. 3 ans plus tard, hommage lui sera rendu par la ville de Saint-Étienne en débaptisant la place du Marché, qui deviendra la place Dorian. Toute activité de forge n'a pas disparu à Pont-Salomon, puisqu'un forgeron coutelier s'est installé dans les locaux de l'ancien cercle des ouvriers. Le forgeron ne peut pas être diverti, excité, on doit être centré dans l'ouvrage parce que sinon ça fonctionne pas. On peut dire effectivement que cette pratique relie à soi-même, relie aux autres. En 1885, la mise en service de la ligne de chemin de fer Firminy-Annonay stimulera le développement économique de Pont-Salomon. Suivront l'installation du télégraphe, du téléphone, puis dès 1902, d'une usine électrique dont la production alimentera non seulement l'usine, mais aussi les foyers du village. Le chemin de fer a considérablement changé la façon de voir les choses. La mort de Pierre Frédéric ne marquera pas la fin de la relation qui le liait à Victor Considérant, puisque ce dernier maintiendra toute sa vie une fidèle et solide amitié avec la veuve et la fille de Dorian. En témoigne l'abondante et affectueuse correspondance
qu'il entretiendra avec les deux femmes. Une lettre datée du 12 mai 1892 rend bien compte du sentiment qui le liait à Dorian et sa famille. Il écrit « Je revois Dorian, cœur d'or entre tous, si dévoué, si sûr, et en même temps si aimable et si gai. C'était lui le prince charmant de la jeunesse. » Il termine ainsi « Je vous embrasse bien tendrement, à fond de cœur. Votre vieux concis. » Aline Ménard-Dorian hérita de son père le culte de la liberté. Le salon qu'elle tiendra rue de la Faisanderie à Paris deviendra le lieu de rencontre littéraire, artistique et politique de la capitale. S'y croisèrent, entre autres, les frères Goncourt, Émile Zola, Édouard Manet, Éric Satie, Anatole France, Georges Clemenceau et bien sûr Victor Considérant. Dreyfusarde, anticléricale, militante des droits de l'homme, c'est elle qui inspira à Marcel Proust la figure de Madame Verdurin dans son roman Du côté de chez Swann. À son invitation, en 1900, Émile Zola effectuera un séjour au château d'Orient à Fraisse afin de se documenter pour l'écriture de son dernier roman, Travail. Il faudra attendre 1905 pour que la ville de Saint-Étienne décide d'ériger un monument à Pierre-Frédéric Dorian, avenue Président Faure. Mais la statue sera fondue par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on franchit la porte, il y a quelque chose qui s'empare de soi, quoi. C'est inéluctable. On peut pas le dire autrement, quoi. Ce sont des sentiments qui sont difficilement descriptibles avec des mots, mais on sent effectivement une ambiance. Oui, il se passe quelque chose. On pourrait, j'ai pas envie de dire que les murs sont hantés, mais je crois que l'information de toute la vie qui s'est déroulée dans ces lieux, eh bien les murs en sont encore imprégnés. Des fois, j'avais l'impression de voir mon papa, de voir 2 ou 3 personnes qui travaillaient, et à chaque fois, ça me donnait la chatte poule. C'est comme une fois, on était en train de faire une visite, et puis il y a eu un reflet de lumière qui est venu. Je me dis, il y a quelque chose, parce que c'est pas possible. Ce reflet de lumière, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de soleil, comme un projecteur qui m'éclairait, et puis j'ai ressenti ça comme ça. Il y a une âme quand même dans cette usine. Je dirais qu'à l'Alliance, certainement, on ressent effectivement qu'il y a une âme. J'en veux pour preuve que lorsqu'on pénètre dans ces grands ateliers qu'on appelle la fabrique, j'ai toujours noté que lorsque les gens pénètrent effectivement dans cette salle, le silence se fait un peu de la même manière que lorsqu'on rentre dans une église, que l'on soit croyant ou non, on baisse d'un ton. Et cette dimension religieuse, mystique ou spirituelle, effectivement on la ressent.
Alors qu'il y a des ateliers où c'est le froid, c'est pas... Mais là-bas, il y a une chaleur qui vous pénètre, qui fait que vous vous sentez déjà bien et vous êtes en harmonie avec tout ce qu'il y a autour. Donc avec tous ces vieux marteaux, tous ces vieilles... Même les toiles d'araignée, tout ça. Je me dis, si ces vieilles pierres pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles pourraient nous raconter ?